Au cœur d'une nation secrète se trouve le palais secret de Kim Jong, un lieu de pouvoir et d'opulence. Au milieu des murmures de grandeur et de répression, je me plongerai dans ses couloirs somptueux et ses chambres clandestines. De plus, je découvrirai des histoires inédites et des vérités cachées dans le domaine énigmatique de Kim Jong, de la résidence Ryongsong au Grand Palais du Soleil Kumsusan. Le mystère du palais de Kim Jong-un. Dans le pays énigmatique de la Corée du Nord se trouve un palais entouré de mystères, le palais du Soleil de Kumsusan. Cette structure exquise, une merveille néoclassique moderne, se dresse près de l'angle nord-est de Pyongyang, ses coordonnées étant fixées à 39350 et 1N1254715E. Inauguré en l'an 1976, ce palais n'est pas un bâtiment quelconque, mais le mausolée des dirigeants éternels de la Corée du Nord, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le palais du Soleil de Kumsusan, connu à l'origine sous le nom de palais commémoratif de Kumsusan, est un mastodonte architectural d'une surface de 115 000 pieds carrés. C'est le seul mausolée au monde à abriter les dépouilles de plusieurs dirigeants et le plus grand dédié à une figure communiste. L'intérieur du palais est un labyrinthe de salles dont certaines s'étendent sur 1 kilomètre de long et est bordé par une vaste place d'environ 500 mètres de long. Une douve borde ses côtés nord et est, ajoutant à son aura de forteresse. Mais qu'en est-il du palais secret de Kim Jong-un? Non loin du palais de Kumsusan, aux coordonnées N°39.0, 612 37 42 125.97 66 607, se trouve le palais des invités de Kumsusan, une structure achevée en 29. Ce palais, utilisé par des dignitaires tels que le chinois Xi Jinping, témoigne de la construction continue de résidences somptueuses par l'État secret, alors même que le palais du Soleil de Kumsusan se dresse comme un mausolée solennel. L'histoire du palais du Soleil de Kumsusan est aussi fascinante que son architecture. Construit sous le nom de salle d'assemblée de Kumsusan, il était la résidence officielle de Kim Il-sung. À sa mort, en 1994, son fils, Kim Jong-il, n'a pas lésiné sur les moyens pour le transformer en mausolée. Selon les rumeurs, le coût de cette transformation se situerait entre 100 et 900 millions de dollars. La transformation du palais en mausolée était un projet monumental, symbolisant la vénération éternelle des dirigeants. L'accès au palais est très restreint, les visiteurs étrangers n'étant autorisés à s'y rendre que dans le cadre d'une visite officielle du gouvernement. La place du palais, en revanche, accueille les rassemblements nationaux et est ouverte toute la semaine. La grandeur du palais est encore accentuée par la présence d'une statue en marbre blanc de Kim Il-sung, qui a depuis été remplacée par des représentations géantes en cire des deux dirigeants et par les portraits des dirigeants qui ornent l'extérieur. L'intérieur du palais est un sanctuaire de révérence et de souvenirs. Le corps embaumé de Kim Il-sung repose dans un cercueil de verre transparent, sa tête reposant sur un coussin de sarrasin traditionnel coréen, drapé du drapeau du Parti du travail de Corée. Kim Jong-il est exposé de la même manière dans une pièce proche de celle de son père. Les salles contenant leurs dépouilles sont méticuleusement entretenues, les visiteurs étant guidés dans un rituel d'inclinaison et de contemplation. Les salles adjacentes présentent les biens et les cadeaux de Kim Il-sung provenant du monde entier, mais il n'y a pas de signes ou d'informations en coréen. Parmi les objets exposés figurent des diplômes, dont un de l'université de Kensington en Californie, aujourd'hui disparu, une médaille de la paix du Japon et une médaille pour la victoire sur le Japon de l'Union soviétique. La mort des dirigeants éternels a été un événement important dans l'histoire de la Corée du Nord. La crise cardiaque soudaine de Kim Il-sung en 1994 et la mort de Kim Jong-il en décembre 2011 ont été suivies de périodes de deuil national et de funérailles d'État élaborées. Le palais a servi de point central à ces événements, le corps de Kim Jong-il étant exposé pendant 10 jours avant un cortège funèbre qui s'est étendu sur 40 km. La conservation du corps de Kim Jong-il aurait été effectuée par des experts russes, conformément à la tradition d'embaumement des dirigeants communistes notables. Le palais a ensuite été rebaptisé Palais du Soleil de Kumsusan et a fait l'objet d'importantes rénovations, notamment l'ajout d'expositions d'objets personnels de Kim Jong-il et d'un parc avec des fontaines et des allées pour les visiteurs. Le palais du Soleil de Kumsusan symbolise la vénération de la Corée du Nord pour ses dirigeants et témoigne de la capacité du pays à construire des édifices monumentaux et grandioses. C'est un lieu de pèlerinage pour les Nord-Coréens et un site de curiosité pour les rares visiteurs étrangers autorisés à accéder à ces salles sacrées. Mais maintenant, il doit y avoir quelque chose qui montre l'interconnexion dans ce palais mystique d'un dirigeant à l'autre. Les prédécesseurs de Kim Jong-un ont utilisé le secret et le luxe dans leur palais, mais rien n'est moins vrai. En effet, Kim Jong-un pratique la même chose dans son palais secret. Accrochez-vous bien, je vous explique tout. En explorant l'opulence du palais de Kim Jong-il, nous sommes transportés dans un monde d'extravagance et de luxe que peu de gens peuvent imaginer. Cette grande résidence, connue sous le nom de résidence Ryongsong, était un symbole de pouvoir et de privilège sous le règne de Kim Jong-il.
Située au cœur de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, la résidence Ryongsong est un complexe tentaculaire qui respire la grandeur à tout point de vue. Le domaine du palais s'étendait sur des hectares de jardins méticuleusement entretenus, parsemés de fleurs éclatantes, de fontaines ornées et d'étangs sereins. La verdure luxuriante constituait une toile de fond pittoresque pour l'imposante structure qui se trouvait au centre de l'ensemble. L'extérieur du palais est un véritable spectacle. Orné de détails architecturaux complexes, le bâtiment est une fusion de design coréen traditionnel et d'influences modernes. Des sculptures élaborées, des accents dorés et des couleurs vives ornent la façade, créant un chef-d'œuvre visuellement saisissant. En entrant dans le palais, on est accueilli par un grand foyer qui témoigne de la richesse et de l'extravagance de son propriétaire. Le sol est fait du marbre le plus fin, poli comme un miroir. Des lustres en cristal pendèrent du plafond, diffusant une lumière chaude et accueillante dans tout l'espace. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art d'une valeur inestimable, notamment des peintures complexes et des tapisseries ornées. En pénétrant dans le palais, on découvre une série d'espaces de vie opulents qui répondent à tous les besoins et à tous les désirs. La salle à manger, digne d'une famille royale, présente une longue table ornée d'argenterie et de porcelaine fine. La pièce était décorée de touches d'or, créant une atmosphère de royauté et de splendeur. C'est là que Kim Jong-il recevait les dignitaires étrangers et les hauts fonctionnaires, démontrant ainsi la puissance et le prestige du régime nord-coréen. Les chambres à coucher du palais étaient tout aussi somptueuses. Les quartiers personnels de Kim Jong-il étaient un sanctuaire de luxe, conçu pour offrir le plus grand confort et la plus grande indulgence. Le lit, orné de draps de soie et d'oreillers en peluche, était digne d'un roi. La chambre était décorée de matériaux rares et exotiques, notamment de bois précieux et de sculptures complexes. C'était un espace où Kim Jong-il pouvait se retirer des pressions liées à son rôle de dirigeant et s'immerger dans le luxe. Cependant, le luxe de la résidence Ryongsong s'étendait au-delà des espaces de vie. Le palais disposait d'une salle de cinéma privée où Kim Jong-il pouvait visionner les derniers films dans le confort de sa maison. Le cinéma était équipé d'une technologie de pointe et de sièges luxueux, créant une expérience immersive qui rivalisait avec n'importe quel cinéma public. La résidence Ryongsong comprend également une piscine privée, témoignage du style de vie extravagant de Kim Jong-il. La piscine était ornée de carreaux de mosaïque et entourée d'une végétation luxuriante, créant ainsi une oasis de tranquillité dans l'enceinte du palais. C'était un endroit où Kim Jong-il pouvait se détendre et se relaxer, à l'abri des regards indiscrets du monde extérieur. Le luxe du palais de Kim Jong-il ne se limitait pas à l'intérieur. Les terrains entourant la résidence étaient méticuleusement entretenus, avec de vastes jardins, des fleurs éclatantes et des plans d'eau sereins. C'était un spectacle visuel qui mettait en valeur la richesse et la puissance du régime nord-coréen. La résidence Ryongsong, avec son design opulent, ses équipements luxueux et son souci du détail, témoigne du style de vie extravagant de Kim Jong-il. Elle était un symbole de pouvoir et de privilège, un reflet de la grandeur associée à la dynastie des Kim. Mesures de sécurité et vie à l'intérieur du palais. Lorsqu'il s'agit de protéger Kim Jong-un, aucune dépense n'est épargnée. Je commencerai par examiner les mesures de sécurité entourant sa voiture et le phénomène unique connu sous le nom de cortège humain. Le mode de transport préféré de Kim Jong-un est une Mercedes Maybach S 6 cents aux lignes pures et élégantes. Ce véhicule luxueux, dont le prix avoisine les 1,6 million de dollars, n'est pas une voiture ordinaire. Il est équipé de vitres teintées par balles, de panneaux extérieurs blindés et de planchers renforcés capables de résister à une explosion. Sous son capot élégant se cache un puissant moteur V12 de 6 litres, turbo-compressé, d'une puissance stupéfiante de 530 chevaux. L'intérieur n'est rien moins que luxueux, avec une sellerie en cuir blanc lisse et des sièges capitaine spacieux qui s'inclinent pour un maximum de confort. De plus, lorsque la Mercedes du chef suprême se faufile dans les rues, vous remarquerez un groupe de 12 gardes du corps bien habillés qui marchent à côté du véhicule. Ce spectacle unique a valu au WUAG des médias le surnom de cortège humain. Encore une fois, ils ne peuvent pas être plus grands que Kim lui-même. Si le cortège humain peut sembler être un formidable dispositif de sécurité, il est important de noter qu'ils ne portent pas de gilet pare-balles. Alors, à quoi servent-ils ? Certains pensent que leur présence est purement symbolique, car ils reçoivent presque autant d'attention de la part des médias que le guide suprême lui-même. Quoi qu'il en soit, leur apparence tranchante et leur loyauté inébranlable contribuent à l'aura de pouvoir et de protection qui entoure Kim Jong-un. Mais les mesures de sécurité ne s'arrêtent pas là. Kim Jong-un dispose de 5 niveaux de sécurité supplémentaires chaque fois qu'il s'aventure en public, en particulier dans les rares occasions où il sort de Corée du Nord. Ses forces sont contrôlées par le Guard Command, une unité d'élite de l'armée qui est plus proche de l'administration dirigeante en Corée du Nord. Leurs tâches sont vastes et précises, jusque dans les moindres détails. Elles vont jusqu'à brouiller les signaux des téléphones portables et à essuyer méticuleusement avec du désinfectant tout ce que le dirigeant bien-aimé pourrait toucher.
Les mesures de sécurité entourant la voiture de Kim Jong-un et le cortège humain ne sont donc qu'un début. Mais qu'en est-il de celles qui entourent le palais secret? Plus strict. Mis à part, le commandement de la garde est une force privilégiée, triée sur le volet pour être plus proche de l'administration dirigeante en Corée du Nord. Leurs tâches sont vastes et spécifiques, ne laissant aucune place à l'erreur. Leur souci du détail est inégalé, qu'il s'agisse de brouiller les signaux des téléphones portables ou d'essuyer méticuleusement avec du désinfectant tout ce avec quoi Kim Jong-un pourrait entrer en contact. Cependant, c'est son dévouement inébranlable à la protection du dirigeant suprême qui distingue le commandement de la garde. Selon un ancien officier de sécurité, Lee Jung-kook, qui a quitté la Corée du Nord, tous ceux qui participent à la protection de Kim subissent un lavage de cerveau qui leur fait croire qu'ils protègent un véritable dieu. Cet endoctrinement commence dès l'enfance, lorsqu'on leur fait croire que leur seul but dans la vie est de défendre le dieu contre toute menace. Le processus de formation et de sélection du commandement G est rigoureux. Seuls les individus les plus loyaux et les plus proches de leur idéologie sont choisis. Ils subissent un entraînement physique intense, perfectionnant leurs armes et leurs arts martiaux. Leur engagement pour la cause est absolu et ils sont prêts à tout sacrifier pour assurer la sécurité de Kim Jong-un. Mais le rôle du commandement de la garde va au-delà de la protection physique. Ils sont également chargés de maintenir l'image et le contrôle du dirigeant suprême. Leur présence suscite la peur et renforce la notion d'invincibilité de Kim Jong-un. Leur loyauté inébranlable et leur croyance en son statut divin renforcent encore sa mainmise sur le pouvoir. Au fur et à mesure que j'approfondis les mesures de sécurité entourant Kim Jong-un, il devient évident que le commandement de la garde joue un rôle essentiel dans sa protection. Leur dévouement, leur entraînement et leur loyauté inébranlable créent un bouclier impénétrable autour du dirigeant suprême. Mais une fois de plus, quelque chose se profile au milieu des détails de sécurité étanches de Kim Jong-un. Il s'agit de la vie somptueuse qu'il mène avec ses proches. Le luxe dans lequel baigne Kim Jong-un est ahurissant. L'un des aspects les plus frappants du mode de vie de Kim Jong-un est sa collection de palais. Il posséderait 17 palais en Corée du Nord, tous méticuleusement conçus et équipés de mesures de sécurité de pointe. Pouvez-vous imaginer cela? 17 palais pour une seule personne. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de 17 palais pour un seul dirigeant. Ces palais symbolisent sa richesse et son pouvoir, marquant ainsi sa domination sur le pays. La résidence principale, la résidence Ryong-song, également connue sous le nom de résidence numéro 55, est son habitation principale. Construite en 1983 sous le règne de son père, Kim Jong-il, cette méga-maison est une merveille de luxe et d'extravagance. Elle est équipée de quartiers généraux de guerre souterrains, de clôtures électriques, de champs de mines et de multiples points de contrôle de sécurité, ce qui garantit une intimité et une protection optimale à Kim Jong-un et à son cercle rapproché. Mais l'opulence de Kim Jong-un ne s'arrête pas à ses palais. Il possède également une impressionnante collection de véhicules de luxe, des Rolls-Royce aux Mercedes-Benz classe S, en passant par les Range Rover et les Audi. Sa flotte de voitures personnalisées fait plaisir à voir. Ces véhicules symbolisent sa richesse et son pouvoir, tout en remplissant des fonctions pratiques. Il le transporte, lui et son entourage, dans le confort et l'élégance. Sa marque de voiture de luxe préférée est Mercedes-Benz, et il posséderait plus de 100 voitures de luxe. Parmi ses biens les plus précieux figure une Mercedes-Benz Maybach S600 personnalisée, d'une valeur stupéfiante de 1,7 million de dollars. Ce véhicule entièrement blindé assure sa sécurité et sa protection lors de ses déplacements, ce qui souligne encore l'extravagance de son mode de vie. Outre son impressionnante collection de voitures, Kim Jong-un s'offre le luxe de voyager en jet privé. Il a accès à une flotte d'avions, allant de petits avions de culture à de gros jets de luxe. Ces jets privés sont équipés de sièges confortables, de télévisions, de mini-bars et de dispositifs de sécurité avancés. L'un de ces jets privés les plus remarquables est un IL-62M, un quadrimoteur datant de la guerre froide et doté d'un rayon d'action de 10 000 km, qui lui permet de voyager dans le monde entier sans escale. Il possède également un Antonov Ansent 48 personnalisé de fabrication ukrainienne. En outre, des images satellites ont révélé l'existence de plusieurs pistes d'atterrissage à proximité de ces palais, ce qui permet à ces avions de se poser facilement. Les intérieurs luxueux et les équipements de pointe de ces jets privés reflètent son style de vie extravagant et son désir de confort et de commodité lors de ses déplacements. L'amour de Kim Jong-un pour le luxe ne se limite pas à ses palais, ses voitures et ses jets privés. Il s'adonne également à des activités plus raffinées, telles que les montres haut de gamme, les yachts et la gastronomie. On l'a vu porter des montres de luxe allant de 3 000 à 160 000 $, notamment de marques telles que Vacheron Constantin et Patek Philippe. Sa collection de montres est estimée à elle seule à plus de 8 millions de dollars. En ce qui concerne les yachts, il possède un navire de 100 mètres doté d'un héliport, de plusieurs ponts et d'équipements luxueux.
Ce yacht, dont la valeur est estimée à 7 millions de dollars, est utilisé pour les visites d'État officielles et les voyages d'agrément, et peut accueillir jusqu'à 30 invités à bord. La passion de Kim Jong-un pour la gastronomie et l'alcool est bien connue. Il a un penchant pour les vins français de Bordeaux, dont il consommerait 10 bouteilles chaque soir. Son obsession pour la nourriture et les boissons de haute qualité s'étend aux délices importés, tels que le bœuf de Kobe du Japon, le caviar iranien, les melons chinois, les parfums et les cosmétiques allemands. Il a même envoyé des fonctionnaires nord-coréens dans une école de cuisine pour y apprendre les techniques de fabrication du fromage, montrant ainsi son amour pour le fromage suisse. Le mode de vie opulent de Kim Jong-un témoigne de son immense richesse et de son pouvoir. De ses palais à ses véhicules de luxe, en passant par ses jets privés et son goût pour la gastronomie, sa vie est un étalage constant d'extravagance. Toutefois, il est important de noter qu'alors qu'il se délecte du luxe, la majorité des Nord-Coréens vivent dans la pauvreté, ce qui met en évidence les disparités flagrantes au sein du pays. L'immense richesse de Kim Jong-un est principalement due au contrôle qu'il exerce sur l'économie nord-coréenne. En tant que dirigeant suprême et président du Parti des travailleurs de Corée, il exerce un pouvoir et une influence immense sur les activités économiques du pays. Ce contrôle lui permet d'amasser une immense fortune et de mener un train de vie luxueux. L'une des principales sources de la richesse de Kim Jong-un est la possession par sa famille des ressources minérales et naturelles de la Corée du Nord. Le pays est riche en ressources précieuses telles que le charbon, le minerai de fer et les minéraux de terres rares. La famille de Kim Jong-un contrôle depuis longtemps ces ressources, ce qui lui permet de tirer d'immenses bénéfices de leur extraction et de leur exportation. Les revenus générés par ces ressources contribuent de manière significative à la richesse de Kim Jong-un. Outre le contrôle des ressources de la Corée du Nord, Kim Jong-un s'est également constitué un important portefeuille d'investissements internationaux. Il possède des propriétés de luxe à Singapour et des biens immobiliers à Hong Kong. Ces investissements lui procurent des sources de revenus supplémentaires et contribuent à son immense richesse. L'ampleur exacte de ces investissements internationaux n'est pas connue, mais on pense qu'elle est considérable. En outre, Kim Jong-un bénéficie de l'aide financière et du soutien de plusieurs pays, en particulier de la Chine. En effet, la Chine est un allié et un soutien de longue date de la Corée du Nord, à qui elle fournit une assistance économique et financière. Ce soutien financier renforce l'empire financier de Kim Jong-un et lui permet de maintenir un style de vie somptueux. Une autre source de richesse pour Kim Jong-un est l'implication du gouvernement nord-coréen dans le commerce international des armes. La Corée du Nord est réputée pour son implication dans des activités illicites, notamment la vente d'armes et d'équipements militaires. Les revenus générés par ces activités contribuent de manière significative à la richesse de Kim Jong-un. L'étendue de son implication dans le commerce des armes est entourée de secrets, mais il est largement reconnu qu'elle joue un rôle important dans son empire financier. Kim Jong-un utilise son immense richesse pour maintenir un style de vie luxueux et s'assurer la loyauté de l'élite dirigeante de la Corée du Nord. Il offre à ses proches des cadeaux et des privilèges coûteux, ce qui renforce leur loyauté et leur soutien. En outre, il consacre une part importante de sa fortune au financement de divers projets militaires qui renforcent son emprise sur le pouvoir. Il s'agit notamment de développer et de maintenir le programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord, ce qui renforce encore son statut de puissance mondiale. Il n'est donc pas surprenant que l'immense richesse de Kim Jong-un provienne du contrôle qu'il exerce sur l'économie nord-coréenne, de ses investissements internationaux, de l'aide financière de pays comme la Chine et de l'implication du gouvernement nord-coréen dans le commerce mondial des armes. Ces sources de richesse lui permettent de mener une vie de luxe et de privilèges inimaginables. Une fois de plus, vous vous demandez sans doute comment un être peut posséder des richesses aussi colossales. À première vue, on pourrait s'en débarrasser en frottant. Cependant, il est essentiel de préciser le type de symbolisme auquel l'opulence de Kim se traduit. Par exemple, quelle est la symbolique de son palais secret? Le symbolisme derrière le palais. Lorsque nous nous trouvons devant Ryongsong, la porte principale du palais de Ryongsong, nous sommes accueillis par deux statues de pierre représentant des Haechi. Ces créatures légendaires, avec leur corps écailleux, leur nez bulbeux et leurs crocs, font plaisir à voir. Mais ne vous fiez pas à leur apparence féroce. En y regardant de plus près, nous remarquons que ces statues de Haechi semblent sourire, ce qui ajoute une touche d'espièglerie à leur présence. On pense qu'elles ont été construites lors de la reconstruction du palais entre 1983 et le début des années 1990. Les statues Haechi sont des symboles de la loi et de la justice. Tout comme la balance de la justice en Occident représente les principes d'équité et d'égalité, les statues Haechi, situées aux portes principales du palais, représentent l'autorité royale et les idéaux de la politique confucéenne. Au-delà de Ryongsong, un petit ruisseau appelé Ryomulkum coule entre deux portes, le palais royal de Ryongsong et le palais royal de la dynastie Joseon, qui s'ouvre sur le domaine principal du palais.
En traversant le pont qui enjambe le ruisseau, nous sommes accueillis par des dragons enroulés sur la balustrade. Ces dragons, gardiens et symboles de l'autorité royale, veillent sur les personnes qui traversent le pont. Avec leurs pattes avant agrippées à des perles porteuses de souhait, ils dégagent un sentiment de puissance et de protection. Leurs cornes saillantes et leurs longues barbes complètent leur regard attentif, comme s'ils surveillent le palais et ses visiteurs. Mais le symbolisme ne s'arrête pas là. Sur la berge en pierre du ruisseau, on trouve des sculptures de 4 animaux de bon augure. Ces créatures captent notre attention avec leur tête avancée et leur corps sur le point de sauter dans l'eau. Avec leurs cornes à 3 branches, leurs sourcils recourbés et leur nez impressionnant, ils font sensation. Leur corps est recouvert d'écailles et leurs pieds sont ornés de 3 orteils. Ces animaux étaient considérés comme des Tianlus, des créatures mythiques chinoises. À la fin de la période Joseon, les gens pensaient que ces animaux de bon augure éloignaient les mauvais esprits et protégeaient le palais des malheurs. Ils aidaient également les fonctionnaires de la cour à se recueillir avant d'entrer dans le palais, ajoutant un air de révérence et de respect à l'endroit où ils se trouvaient. En parcourant l'enceinte du palais, je tombe sur la porte et la salle de la gouvernance diligente. La porte, en particulier, revêt une grande importance, car c'est là que les rois étaient couronnés, recevaient les félicitations et promulguaient les lois essentielles. Il est donc naturel que le plus grand nombre de statues d'animaux de bon augure soient regroupées autour de cette salle. Gravé sur le chemin où passait le palanquin du roi, on trouve un phénix entourant une perle porteuse de vœux. Tout comme le dragon, le phénix est un autre symbole de l'autorité royale. Sa présence à cet endroit bien en vue renforce encore le pouvoir et la grandeur associés au palais. En outre, les statues Eshi, les dragons et les animaux de bon augure contribuent tous au symbolisme et à la valeur de propagande du palais. Considération éthique. Pour les journalistes, la recherche de la vérité est au cœur de leur profession. Cependant, lorsqu'il s'agit de couvrir la vie personnelle de Kim Jong-un, les journalistes sont confrontés à une myriade de défis qui mettent à l'épreuve leurs limites éthiques. Le régime nord-coréen contrôle étroitement l'information, en particulier lorsqu'il s'agit de la vie personnelle de son dirigeant. Cela crée un dilemme pour les journalistes qui s'efforcent de fournir des informations exactes et impartiales. L'un des principaux défis est le manque d'accès à des sources fiables. La nature secrète du régime rend la vérification des informations sur la vie personnelle de Kim Jong-un presque impossible. Les journalistes s'appuient souvent sur des sources anonymes ou des témoignages de seconde main, qui peuvent être peu fiables et susceptibles d'être manipulés. Cela soulève des questions éthiques quant à l'exactitude et à la crédibilité des informations rapportées. Un autre défi est le risque de mettre en danger les sources et les informateurs. La Corée du Nord est connue pour sa surveillance stricte et les conséquences sévères qu'elle inflige à ceux qui divulguent des informations sensibles. Les journalistes doivent soigneusement prendre en compte le préjudice potentiel que leurs reportages peuvent causer aux personnes qui leur fournissent des informations d'initiés. L'équilibre entre le besoin de transparence et la sécurité des sources est une corde raide éthique délicate. En outre, il y a le dilemme éthique de l'atteinte à la vie privée. Alors que les personnalités publiques sont soumises à un certain niveau de surveillance, la vie privée de Kim Jong-un est entourée de secrets. Les journalistes doivent trouver le juste milieu entre le reportage sur des questions d'intérêt public et le respect du droit à la vie privée d'un individu. Cela devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'un dirigeant qui exerce un contrôle absolu sur son pays et ses médias. En outre, il y a la question de la sensibilité culturelle. La Corée du Nord possède un contexte culturel unique qui doit être pris en compte lors des reportages sur la vie personnelle de Kim Jong-un. Les journalistes doivent être conscients de l'impact potentiel de leurs reportages sur le peuple nord-coréen et sur la perception qu'il a de son dirigeant. Le sensationnalisme et la déformation des informations peuvent perpétuer les stéréotypes et les malentendus. Ces défis mettent en évidence la corde raide éthique des journalistes lorsqu'ils couvrent la vie personnelle de Kim Jong-un. S'efforcer d'obtenir la vérité et la transparence tout en respectant la vie privée, en protégeant les sources et en tenant compte des sensibilités culturelles est un exercice d'équilibre délicat. L'une des informations les plus choquantes qui ont circulé dans les médias concerne l'exécution présumée de la petite amie de Kim Jong-un, Yeon Sang-wol. Selon les premières informations, Yeon aurait été exécutée par un peloton d'exécution pour avoir prétendument tourné des vidéos pornographiques. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale, car elle a mis en lumière les mesures extrêmes prises par le régime nord-coréen pour garder le contrôle de la vie de ses citoyens. Cependant, comme pour de nombreuses histoires concernant la Corée du Nord, la vérité qui se cache derrière ces rapports est bien plus complexe. Dans un retournement de situation surprenant, Yeon Sang-wol est apparu à la télévision nord-coréenne, participant à un événement national. Cette réapparition inattendue a démenti les rumeurs d'exécution et a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la fiabilité des rapports initiaux.
Il s'agit d'une mise en garde contre les difficultés liées à la couverture d'un régime secret comme celui de la Corée du Nord, où les informations sont rares et souvent déformées. Un autre événement important a retenu l'attention, le remplacement du chef de la défense en Corée du Nord. Des rapports suggèrent que Kim Jong-un a limogé son chef de la défense, Hyun Yong-chol, et l'a exécuté pour insubordination et déloyauté. Cette nouvelle a alimenté les spéculations sur la stabilité et la dynamique du pouvoir au sein du régime nord-coréen. Cependant, il est important d'aborder ces rapports avec prudence, car la nature secrète de la Corée du Nord rend difficile la vérification de l'exactitude de ces affirmations. Le contrôle strict exercé par le pays sur les médias et l'accès limité aux journalistes étrangers font qu'il est difficile d'établir la vérité derrière de tels événements. Si certains rapports s'appuient sur des sources crédibles, d'autres peuvent être sensationnalistes ou déformés, ce qui rend encore plus complexe la compréhension du fonctionnement interne du régime. La prévalence des rumeurs et des spéculations entourant la vie privée des dirigeants nord-coréens met en lumière les défis auxquels sont confrontés les journalistes pour rendre compte de ce régime secret. Le manque d'informations fiables et la difficulté de vérifier les faits font que les journalistes doivent faire preuve de prudence et de scepticisme lorsqu'ils couvrent de tels sujets. Il est essentiel de s'appuyer sur des sources crédibles et d'évaluer de manière critique les informations disponibles afin de garantir un reportage précis et responsable. Dans l'ensemble, les rapports et les rumeurs entourant l'exécution et la réapparition de la petite amie de Kim Jong-un, ainsi que le remplacement du chef de la défense en Corée du Nord, mettent en lumière les défis auxquels les journalistes sont confrontés lorsqu'ils couvrent la vie privée des dirigeants nord-coréens. En outre, la nature secrète du régime, associée à un accès limité à des informations fiables, crée un paysage complexe pour la couverture médiatique. Les journalistes doivent naviguer sur ce terrain avec prudence, en s'appuyant sur des sources crédibles et en évaluant de manière critique les informations disponibles. Ce faisant, ils peuvent s'efforcer de rendre compte de manière précise et responsable des événements intrigants qui se déroulent au sein du régime secret de la Corée du Nord. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.